façon, je cède maintenant la parole à M. le député de Rosemont et porte-parole de l'opposition officielle en matière des affaires de la métropole. Monsieur le député. Merci, M. le Président. C'est un peu prématuré, les applaudissements de mon collègue. Je le remercie quand même de m'accueillir avec autant d'enthousiasme. Peut-être que l'enthousiasme sera moins de votre prochaine. Oui, c'est justement, je crains la descente plutôt que le crescendo. Écoutez, c'est un projet de loi important. Le ministre indiquait que le fait que ce soit le projet de loi numéro 1 n'était pas indicateur de l'importance que le gouvernement lui donne. Cependant, il y a une symbolique là-dedans, parce que c'est à la fois un projet de loi qui est transgouvernemental et transpartisan. Transgouvernemental parce que, en effet, cela vient de la volonté du gouvernement de la municipalité de Montréal d'avoir cet inspecteur général, qui est une fonction qui n'existe pas, une fonction qui est inventée et qui est commandée par la situation particulière de Montréal après une période qui a été assez douloureuse de corruption et de collusion. La Ville de Montréal s'est inspirée d'une fonction semblable qui existe à la Ville de New York, a proposé cela dans la campagne électorale. Le maire Coder en a fait sa priorité, avait promis qu'il allait le réaliser dans les 100 jours. Évidemment, il n'était pas le maître du calendrier de l'Assemblée nationale, mais le gouvernement du Parti québécois a indiqué que nous allions tout faire en notre possible pour respecter cette promesse, ou du moins de déposer un projet de loi qui ferait consensus dans les 100 jours de l'élection du maire Coder, ce qui a été fait. Donc, en février, une première mouture de ce projet de loi a été déposée à la satisfaction générale. Nous savions à l'époque que l'opposition officielle qui forme maintenant le gouvernement était favorable au projet de loi et il ne manquait qu'un certain nombre de consultations pour faire en sorte d'avoir l'œuvre finale. Alors, le nouveau gouvernement a repris ce projet de loi et a travaillé avec diligence à la fois sur celui-là et sur mourir dans la dignité. Alors, c'était deux choses qui étaient très avancées au moment du déclenchement d'élections et je pense qu'on peut se féliciter en tant qu'Assemblée de pouvoir terminer cette session parlementaire en complétant ce travail. Donc, un processus transgouvernemental, un processus transpartisan. Il y a effectivement eu des modifications apportées au projet de loi par le gouvernement actuel. Nous avons eu un certain nombre de débats. Nous avons un certain nombre d'amendements qui ont permis, de façon consensuelle, avec nos collègues de la CAQ également, de faire en sorte de préciser un certain nombre de choses. Moi, je tiens, dans la première période, à féliciter le travail qui avait été accompli par mon collègue le député de Chicoutimi, qui était à l'époque ministre responsable des municipalités, mon collègue le député de Verchères, qui était à l'époque à la sécurité publique, et mon ancien collègue de Chambly, le ministre de la Justice de l'époque, qui avaient tous travaillé à franchir les étapes assez compliquées de créer ce droit nouveau et qui est, pour l'essentiel, qu'on retrouve dans le projet de loi actuel. Pendant ces débats, évidemment, le député de Blainville, le député de Gaspé, de mon côté, ont participé. Évidemment, le ministre a mené ces discussions dans un climat de dialogue, de coopération, et je l'en félicite. On a pu travailler très bien. Évidemment, à travers ces discussions, on a vu qu'il y avait un éléphant qui n'était pas dans la pièce. L'éléphant qui n'était pas dans la pièce, c'est qu'on créait du droit nouveau en essayant de respecter et de protéger les dénonciateurs. Or, il n'existe pas de cadre général de législation au Québec sur les dénonciateurs, ce qui fait qu'à la pièce, dans la loi de création de l'UPAC et maintenant dans cette loi, nous adoptons des dispositions pour protéger les dénonciateurs. Et c'était intéressant lorsque la Commission d'accès à l'information est venue nous voir pour nous dire, bien, vous savez, on pourrait s'inspirer de dispositions de protection des dénonciateurs qui existent en Ontario, au Canada ou en Australie ou ailleurs pour écrire nos propres lois, et ce qui démontrait bien qu'il manque cet élément. Alors, dans ce projet de loi, les gens intéressés verront que nous modifions à 2 reprises les lois sur les normes du travail pour faire en sorte que quelqu'un qui donnerait un renseignement à l'inspecteur général ne puisse être l'objet de harcèlement, de rétrogradation ou de quelque vexation que ce soit dans le cadre de ses relations de travail. Et c'est très bien. Mais nous sommes obligés d'y aller à la pièce à chaque fois que nous créons une loi où des dénonciateurs seront touchés dans leur décision de rendre publiques des informations. Une disposition qui a été introduite par le gouvernement est celle qui nous a donné le plus de fil à retordre. Et comme je l'ai dit au ministre, j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse s'entendre là-dessus.
mais nous avons une divergence. Alors, je vais simplement l'évoquer, ce qui n'empêche pas que l'œuvre finale au complet est une bonne œuvre, est une avancée, et que, bien sûr, M. le Président, nous allons voter en faveur de ce projet de loi. Mais voici ce que nous aurions aimé en plus. Alors, évidemment, l'inspecteur général, et le ministre l'a bien dit, travaillent de façon complémentaire avec l'UPAC. C'est une certitude. Et dans un certain nombre de malversations, il est possible que des citoyens, à Montréal ou ailleurs, voient des éléments qui leur semblent louches dans la préparation ou la justification de contrat et décident de dénoncer cette information. Il se peut qu'ils le dénoncent à l'UPAC, il se peut qu'ils le dénoncent à l'inspecteur général. S'il le dénonce à l'UPAC et c'est de nature simplement administrative, l'UPAC l'enverra à l'inspecteur général. Et s'il le dénonce à l'UPAC, à l'inspecteur général et que c'est de nature criminelle, l'inspecteur général l'enverra à l'UPAC. Et d'ailleurs, on a fait en sorte que les rapports que va produire l'inspecteur général, copie sera envoyée à l'UPAC, copie sera envoyée à l'Autorité des marchés financiers, mais aussi il est prévu strictement que si l'inspecteur général a connaissance de faits qui peuvent intéresser l'UPAC, il va transmettre ces informations. Mais dans la rédaction actuelle de la loi, il y a un fardeau qui est imposé au dénonciateur. Alors, le dénonciateur, s'il travaille pour la Ville de Montréal, peut envoyer ces informations à l'inspecteur général ou à l'UPAC, ça va bien. Mais s'il travaille pour un organisme public à Montréal et qu'il envoie par mégarde ces informations à l'inspecteur général, eh bien, il est passible d'amende parce qu'il ne peut pas. S'il l'envoie à l'UPAC, tout va bien. Mais s'il l'envoie à l'inspecteur général, il est passible d'amende. Quelles sont les amendes? Alors, je vais vous l'illustrer ainsi. Quelqu'un qui travaille pour un hôpital et qui voit passer un document qui a un lien avec la Ville et dont il pense que ça montre une machination, un complot, une mauvaise pratique ou quelque chose de louche. Et il décide de l'envoyer à l'inspecteur général, eh bien, il est passible d'une amende en fonction de la loi d'accès à l'information, article 159. Quiconque sciemment donne accès à un document ou à un renseignement dont la présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme public refuse de donner accès, commet une infraction et est passible d'une amende de 200 à 1 000 $ et en cas de récidive, d'une amende de 500 à 2 500 $. Alors, la Commission d'accès à l'information avait bien vu cela. Et dans le rapport qu'ils nous ont présenté, on dit, mais c'est ce qu'il faudrait éviter. Il disait, il n'est pas nécessaire de déroger à l'ensemble de la loi sur l'accès, dans la disposition proposée. Une dérogation aux dispositions pénales suffit, soit aux articles 159, celles que je viens de citer, et aux autres. Il dit, le but de l'article doit être de protéger le dénonciateur. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de renseignements qui n'ont pas à être dénoncés ou envoyés par qui que ce soit. Et le ministre a fait une liste positive de tout ce qui est interdit d'envoyer. Et sur cette liste, nous avons fait article par article, nous avons accepté, dans la plupart des cas, que des documents du Conseil des ministres, des revenus personnels, des échanges entre organismes ou ministres, tout ça devait être exclu. Mais il y a deux éléments en particulier où nous avons pensé que ça ne devrait pas être exclu. Par exemple, il est écrit qu'il est interdit au dénonciateur d'envoyer à l'inspecteur général, et je cite, « un avis ou une recommandation fait depuis moins de 10 ans par un membre d'un organisme public ou un membre de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions ou fait depuis moins de 10 ans à la demande de l'organisme public par un consultant ou par un conseiller. » Ça fait beaucoup de monde qui s'envoie beaucoup de papiers, ça, M. le Président. Et donc, on nous dit, si le dénonciateur qui travaille pour un hôpital, une commission scolaire, une école, un organisme public québécois, voit passer un bout de papier qui lui semble louche et qui concerne la Ville de Montréal, et vous savez qu'il arrive que des gens s'envoient du papier qui n'est pas selon leur fonction. Hein? On a vu des dénonciateurs récemment dans des cas, à l'AMT par exemple, où les renseignements transmis ne concernaient pas l'AMT, mais concernaient autre chose. Donc, il se peut très bien qu'un dénonciateur voit un renseignement. S'il l'envoie à l'UPAC, ça va. S'il l'envoie à l'AMT, 1 000 $ d'amende, 2 500 récidives. Il nous semble que ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que ici, c'est une clause qui
ou bien on met un fardeau sur le dénonciateur qu'il n'a pas à assumer, ou bien on présume qu'en aucun cas, dans aucun organisme public, jamais il n'y aura une information qui pourrait intéresser l'inspecteur général. Et je pense qu'on a assez vécu récemment pour voir que, malheureusement, bien que l'immense majorité des gens soient intègres, il arrive que dans nos organismes publics, certaines personnes ne le soient pas et que le travail des dénonciateurs devrait être facilité plutôt que le contraire. Donc, nous sommes opposés à cet article. Nous sommes opposés à un autre article aussi qui dit au dénonciateur qu'il n'a pas le droit d'envoyer à l'inspecteur général un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale. Alors, comme l'a dit le ministre, nous sommes certains que les 125 membres de cette Assemblée nationale sont intègres. Mais si nous l'avions dit il y a 10 ans, nous nous serions trompés, parce qu'un des membres de l'Assemblée nationale a plaidé coupable à une accusation de fraude. C'est dommage, mais c'est le cas. Alors, pourquoi est-ce que nous disons aux dénonciateurs, si vous voyez passer dans un bureau de député une information louche dont vous croyez qu'elle pourrait intéresser l'inspecteur général, ne le faites pas sous peine d'amende. Mais vous pouvez l'envoyer à l'UPAC. Alors, écoutez, notre rôle ici, sur la question des dénonciateurs, ce devrait être de faciliter le travail des dénonciateurs et non pas de rendre la chose difficile et de leur dire, vous savez, il y a une amende qui peut vous tomber dessus. D'autant plus que c'était la recommandation de la Commission d'accès à l'information. Ce que j'en retiens, et j'étais content d'entendre l'ouverture du ministre là-dessus, c'est que nous avons collectivement du travail à faire sur la question des dénonciateurs. Et que donc, une fois cette loi adoptée, nous appelons le gouvernement à reprendre des travaux qui avaient été entamés sous notre gouvernement, et je suis certain que sous le gouvernement précédent, il y a des travaux qui avaient été faits aussi, et dans un délai assez court, de nous présenter un projet de loi sur les dénonciateurs. Il nous fera très plaisir d'y travailler et de faire en sorte que nous posions la question globalement, parce que j'entendais bien le ministre qui me disait, mais vous nous demandez là de faire une modification à l'économie de la loi sur l'accès à l'information. Je n'ai pas le mandat de faire ça. Je présume de sa bonne foi, évidemment. Mais à l'intérieur de... Oui, absolument, je vous le dis. Il a l'air d'en douter. N'en doutez point, Monsieur le ministre. Mais donc, cela demande de prendre ce sujet de front et de dire, bon, bien, dans le cas des dénonciateurs, si notre objectif, c'est d'aider la dénonciation, bien, faisons en sorte de regarder ce débat dans son ensemble et d'en arriver à des modifications qui pourraient s'appliquer à ce projet de loi comme à d'autres projets de loi et d'avoir un élément d'ensemble. Alors, pour conclure, je crois que c'est un élément de plus dans l'édifice que le Québec construit depuis plusieurs années pour faire en sorte que le Québec, Montréal en particulier, mais le Québec, soit un des endroits au monde les plus inhospitaliers pour les fraudeurs et les bandits. C'est ce qu'on est en train de construire et je pense que c'est une œuvre fort utile et, je l'espère, durable. Merci, M. le Président. Alors, merci à vous, M. le député de Rosemont, pour cette intervention.